Imakune, imakuneya, imakuneya. Ikanakasi, kanakasi fama, imakunewi. Fama denge kanakasi, konga tokorola kasi mambo ibageyo. Silante sayasa, warite sayasa, hanite sayasa, silante sayasa, oh imagune, fama denge kanakasi, kongo tokorola kasi mangi imendage oi. Il y a des voix qui traversent les générations, des voix qui dépassent la musique pour devenir une mémoire collective, une émotion populaire, parfois même une part de l'histoire d'un peuple. En Guinée, lorsqu'on évoque Sori Kandia Kouyaté, beaucoup parlent d'un monument, d'une voix, d'un héritage. Celui que plusieurs considèrent encore aujourd'hui comme la voix de la Guinée indépendante. Descendant de Bala Faseke Kouyaté, figure historique de la tradition orale mandingue, Sori Kandia aura profondément marqué la musique guinéenne et africaine à travers une œuvre qui mêlait puissance vocale, récit historique et enracinement culturel. Mais derrière la légende nationale, il y a aussi une histoire intime, celle d'un père, d'une transmission et d'un héritage que son fils Kabi Kouyaté continue aujourd'hui de faire vivre sur les scènes internationales. Musicien, compositeur et interprète, Kabi Kouyaté a récemment rendu hommage à son père à travers le projet Tribute au Kandja, une œuvre qui dialogue entre mémoire mandingue et modernité musicale. Dans ce numéro de clinique, nous allons revenir avec lui sur l'homme derrière l'icône, sur les souvenirs personnels, mais aussi sur ce que représente aujourd'hui la transmission d'un patrimoine culturel africain dans un monde en mutation. Bienvenue dans Clinique. Alors, est-ce qu'il y a des aspects de votre père que le public connaît moins? Oui, quand on voit Sori Kandia, on pense tout le temps que de 1er au 31, de midi à 14h, il est tout le temps au grand boubou. Tandis que c'était un monsieur, quand il porte le grand boubou, soit il est en train de partir à la prière, au mosquée, ou il monte sur scène. Sinon, après ça, c'était un yéyé de 4 poches, des souliers, et puis tout ça. Donc, vous voyez, des vestes, cravates. Parce qu'on a moindrement vu des images de lui, justement, en costard cravate ou en abacos, comme on le disait, on appelait ses tenues avant. Oui, oui, surtout les abacos. Puis, même son dernier apparition pour aller à Koya, il était en ensemble à abacos, avec ceinture autour, couleur orange. Donc, il est parti à Koya avec ça, avec un sandal qui est fait de l'abbé. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de lui que l'on ne connaît pas, au-delà du fait que C'était quelqu'un aussi qui aimait l'élevage. Ok. Il aimait l'élevage des bovins, il aimait des fois, bon, à l'époque au Conakry, bon, vers Matoto, c'était pas du tout construit à l'époque. Et vers Simbaya, là, donc, il partait, il prenait des domaines là-bas pour cultiver, arachides, et puis tout. Les denrées, même à l'imprimerie Patrice Lumumba, les denrées alimentaires aussi, qu'on appelle les patates, qu'on appelle le gabéré, et puis tout ça là, ils cultivaient ça. Et toutes les variétés de gabéré, et puis... Donc c'était un entrepreneur à côté du fonctionnaire qui oui, puisque ceux qui étaient de l'ensemble instrumental étaient des fonctionnaires de l'État. Oui, oui, c'était des fonctionnaires de l'État. En même temps, c'était des gens
Leur façon, surtout, il aimait le sport aussi. Il aimait le sport. Il pratiquait bon, comme des gymnastiques et, et il obligeait même les gens de l'ensemble instrumental à faire du sport. Il était sponsorisé à l'époque avec une société qui était là au temps de ses cours. Cette société-là, si je me permets, s'appelait Saba. À l'époque, c'est eux-mêmes qui fournissaient les sous-vêtements, les paires de basket à l'ensemble instrumental. Oui. Et quelle est la chanson de votre père qui vous touche profondément, que vous écoutez systématiquement? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de titres de lui, mais lequel vous touche profondément lorsque vous écoutez? Vous savez, toutes les chansons de papa ont une vision, ont un contenu. Donc tu ne peux pas faire le choix, moi particulièrement. Parce que tant que j'écoute, je découvre d'autres choses dedans. Tant que tu écoutes, que ce soit surtout les côtés analytiques, qui est très important, et tu ne finiras jamais d'analyser qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'est-ce que ça veut dire, quel conseil, vous voyez. Donc, ça fait que toutes ces chansons ont un contenu chez moi. Tenez dans votre main un instrument qui a traversé 3 générations. Oui. Vous m'avez dit en off que ça s'appelle le ngoni, oui, et c'est celui de votre père. Et cet instrument est le premier instrument de mon père. Après son initiation coranique à l'âge de 15 ans, c'est le premier instrument que son papa lui a offert, parce que l'histoire est que quand il faisait ses écoles coraniques, il suivait un griot de village qui s'appelait Gili Maka. Donc, à tout moment, quand ce griot-là passe dans le village, il le suivait, il tenait même son goni. Comme il avait l'amour de cet instrument, le monsieur a fabriqué un instrument pour lui donner sans le consentement de son papa. Donc, et à l'époque, les vieux, quand on voit ce genre de choses avec toi, on ne sait pas d'où ça vient, du coup, ils se fâchent. Donc, mon grand-père lui a demandé, est-ce que tu as fini de lire tout ce que tes devoirs coraniques et puis tout ça? Il dit, non, je n'ai pas fini. Et puis, tu n'as pas fini de faire tes révisions, tu te permets de suivre quelqu'un, et puis à qui moi je ne connais pas, et puis tu reviens à la maison avec un instrument. Son papa lui a retiré ça, il l'a cassé. Donc, comme il était le seul garçon, il avait perdu sa maman à l'âge de 3 ans et son papa a refusé de se remarier. Il s'est consacré à son éducation et voilà, après 15 ans maintenant, son école coranique, son papa lui a offert cet instrument. Donc c'est là où il est descendu avec ça à Conakry et aujourd'hui, l'instrument là est avec moi partout où je suis dans le monde entier, en voyage, il m'accompagne partout. Ça veut donc dire que le ngoni représente quelque chose d'exceptionnel dans la lignée de Sori Kandia et dans la musique qu'il vous a léguée? Oui, c'est un instrument d'abord, il est fait pour raconter l'histoire, les contes. En même temps, et c'est un compagnon pour les griots aussi, surtout auprès des chefs, auprès des Gatigi, et puis auprès de tout le monde. Les gens qui veulent qu'un griot raconte de l'histoire, ils veulent savoir quelque chose. C'est un accompagnement, il est très très important, surtout dans notre famille, et puis surtout avec le vieux, c'était très important, c'était son compagnon. Tout à l'heure, vous avez parlé de Gatigi. Oui. Qu'est-ce que cela représente chez les griots? Parce qu'on entend souvent cette expression, le Gatigi. Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'histoire derrière l'expression Gatigi? Oui, l'histoire des Gatigi, ça relève depuis au temps des prophètes.
Pourquoi? Parce que Suragata était le compagnon fidèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand Dieu partageait ses missions à travers des prophètes qui étaient là, ça prouvait que Suragata était parti à une mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, à son retour, il a trouvé que les missions étaient déjà partagées à tous ces prophètes qui sont là. Ouais. C'est Dieu même qui a recommandé à tous ces prophètes de transmettre à tous les disciples à aucun moment qu'un descendant de Suragata se plaint non seulement de la nourriture, des vêtements, il n'a pas droit d'être triste parce que c'est des gens qui sont importants auprès de vous. Ils peuvent vous apporter des conseils, surtout les commandements que je vous ai laissés. Ils ne vont jamais vous laisser entraîner dans un autre chemin qui n'est pas mes convictions. Donc, c'est la raison pour laquelle, à tout moment, l'exemple a été donné. Et quand le griot se présente, ou bien ou partout il se présente, on vient toujours voir s'il est à l'aise, s'il n'est pas triste, et puis tout ça. C'est là où on donnait des mille, et puis des habits, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça a été transformé le jour d'aujourd'hui comme si c'est une obligation, des choses comme ça. Tandis que c'est le fait de prendre soin au griot, parce que ce sont des bibliothèques, ce sont des gardiens, ce sont des conseillers. Parlons à présent de Sori Kandia. Oui. Quand on parle aujourd'hui de Sori comme de la voix de la Guinée indépendante, qu'est-ce que cela vous inspire personnellement? Sori Kandia, de la voix de l'indépendance, et moi, ça m'inspire avec le patriotisme. Le patriotisme, non seulement chez moi, en Guinée, le patriotisme africain, la fierté africaine surtout. Et au fait, c'est un éducateur encore pour son art. Puisque, il faut te dire, Sori Kandia de la Guinée indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont écrit des choses et puis et c'est resté donc avec leur rigueur de patriotisme, puisqu'ils n'ont pas voulu changer, monnayer ça à travers de quoi que ce soit, parce qu'ils sont aimés, ils ont du talent, des choses comme ça, laisser la patrie aller accepter d'autres choses. Ils n'ont jamais accepté ça. Ils ont été patriotes pour défendre la culture du pays, en même temps africaine. Mais il y avait à l'époque beaucoup d'artistes. Oui. Vous qui avez travaillé sur votre père, vous avez fait un film sur lui. Comment Kandia est parvenu à être en réalité la voix de la révolution, alors même qu'il y avait tant d'artistes à l'époque? C'était quoi sa particularité? Comment a-t-il fait pour se hisser à ce niveau-là, pour être le porte-flambeau culturel, bien évidemment, de la révolution? Vous savez, c'est à travers, puisqu'il y avait un guide d'abord, qui était le feu président Ahmed Sékou Touré. À travers de sa politique, et il était accompagné avec Fodeba Keïta aussi, qui était là avec d'autres mécènes de l'indépendance. Donc ça faisait que toutes ces démarches-là relataient dans toutes les fonctions, surtout au côté culturel, puisqu'il a accentué l'indépendance de la Guinée à travers de sa culture, puisque c'est Kwame Nkrumah même qui a conseillé avec beaucoup de présidents africains. Il dit la fierté, l'indépendance africaine passe par notre culture. Il faut qu'on soit fier de notre culture pour pouvoir émanciper qui nous sommes, qu'est-ce qu'on veut, où allons-nous.
Ça a été adopté au sein de notre culture. Et Fodeba Keita, quand il a commencé à s'intéresser à créer les ballets africains, ballets Gueliba, les orchestres nationaux aussi, tout tournait autour de ça pour l'émancipation de cette culture. Donc ça fait que Sori Kanga est rentré dans la danse aussi parce qu'il y avait le patriotisme, il était convaincu de notre culture, surtout étant un griot. Il avait des choses à apporter vers la positivité. Tout à l'heure, vous disiez à l'introduction que Sori Kandia a d'abord fini son initiation coranique avant de commencer la musique. Il a beaucoup de références coraniques. Oui. Il fait beaucoup de citations coraniques. Oui, évidemment, on ne peut pas devenir un griot sans que tu ne passes pas à l'école coranique. Puisque être griot d'abord, il faut que tu cherches c'est quoi, tu t'apprends à te connaître, tu apprends la religion même, le respect des uns et des autres, surtout l'être humain. La connaissance de ça, quand tu finis, surtout, ça, on te fait passer chez les Nyamakala. Les Nyamakala, maintenant, eux, ce sont des grands maîtres. Les griots? Les griots. Les Nyamakala sont les grands maîtres des griots. C'est un des grands maîtres, c'est avec eux qu'on prend la connaissance des règles, des droits chez les griots. Donc, les Nyamakala, les Nyara viennent s'enseigner auprès des Nyamakala. Les Geli aussi viennent s'enseigner, apprendre auprès des Nyamakala. Donc, les Nyamakala, là, sont... c'est des gens qui ont fini avec les Corans, l'école coranique et puis toutes ces choses-là. Ils maîtrisent beaucoup. Maintenant, c'est d'associer avec notre mission qui est le griotisme et puis les Nyaraya. Puisque les Nyara sont des paroliers, les griots, eux, ils chantent. Ce qui est dit dans la parole est chanté par les griots. Ça avait beaucoup d'impact. Et puis, l'importance, je vais dire, dans la vie sociale de Sori Kanga. Vous dites, parce que j'ai échangé, lorsque je préparais cette interview, avec un des instrumentistes qui est aujourd'hui avec votre frère, qui m'a dit justement que Sori Kanga était le plus jeune d'entre eux, mais qu'en même temps, c'était le plus vieux. C'était le plus vieux encore. Ouais. Il était comme ça. Même, si vous voyez, même à l'époque, le gouvernement de Sékou Touré, ses amis Ismaël Touré, et puis Chérif Ly, tous ces gens-là défilaient à la maison pour venir écouter son goni, son histoire, et puis qui racontait. Étant donné que, je peux dire, ces gens-là sont plus âgés que lui, mais vu la culture qu'il avait, et puis le respect surtout de sa culture, qui a fait qu'il était devenu un vieux à son jeune. Il y a aussi la voix de Sori Kanga. D'ailleurs, vous mettez en place un projet dans ce sens tribute au Kanga, qui va donc consacrer aussi la mise en place d'un festival derrière, mais il y a aussi un prix. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce prix-là et pourquoi vous avez voulu mettre en place un prix qui va consacrer des voix d'or? Merci. Et d'abord, l'album Tribute au Kanga, c'est la suite de documentaires que j'avais fait. Et si tu as suivi ce documentaire, la fin, on a écrit, il y aura la suite. Cette suite-là, c'est ça qui est la musique. Et puis, cette musique-là, maintenant, ça m'a inspiré depuis un moment, faire un tribut. Et puis, cette discussion-là, c'était avec mon frère, père à son âme Maka, qui m'a donné, qui m'a montré les tribus des enfants de Bob Marley, et puis comment les choses se sont passées, comment ils se sont réunis ensemble pour essayer de donner une visibilité sur les œuvres de leur papa. Après, maintenant, je vois le fils de Fela aussi, la même chose, les adeptes,
de Fela, la musique de Fela au Chili, et puis ainsi de suite. Quand je suis revenu, j'étais là maintenant par rapport des discussions avec mon réalisateur. J'ai dit, mais attends, bon, la suite de film, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque moi, d'abord, c'est parti pour un problème de droit d'auteur de Momo Wandel. Et puis moi, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, écoute, qui a produit l'album de Momo, où c'est sorti? Et puis il me dit, c'est Bouddha Music. J'ai dit, bon, il faut prendre le rendez-vous avec Bouddha Music, voir comment les choses se sont passées. En ce moment, ce dernier-là aussi, vraiment un monsieur très sérieux, qui avait gardé tous les droits de Momo, et puis, mais il ne savait pas à qui verser les droits. Donc c'est ainsi comme Laurent connaissait la famille de Momo, ouais. Il a appelé sa fille, et puis pour qu'on puisse reverser les droits de Momo, et puis ouais, ça a été fait. Donc c'est après ça maintenant, je dis, ah, ce monsieur-là, comme il fait l'historique de la production, c'est le seul producteur là qui s'intéresse à la musique du monde, ouais. Je pense qu'il peut nous apporter quelque chose. On l'a relaté, le projet, du coup, il dit, il est partant, il a mis quelques mois dedans pour la production, lui-même, tellement que la manière dont les tributaux ils voyaient, les musiciens que j'avais choisis, que ce soit Balaké avec Toumani Gabaté, à la rencontre de ces deux personnages sur ce projet. Mais Dieu a fait que Toumani est décédé. Donc c'est Balaké qui était là. On a essayé de voir avec Balaké, il est venu. Et avec Cheikh Tigan et puis toutes ces choses-là. C'est quelque chose qui est allé avec deux tranches de production. Ouais. Côté moderne, côté traduit, contemporain. Donc, et le prix Voix d'Or, pourquoi? Oui, le prix, je fais ça puisqu'il faut reconnaître, même pas pour Sori Kanga, et nos légendes ne sont pas célébrées en Guinée. Donc, le compte commence par 0 pour pouvoir prononcer 10, 100, 1000, 1 million. Ça veut dire quoi? Ouais. Ce n'est pas parce que je suis le fils de Sori Kanga, mais mon côté patriotisme pour donner un clin d'œil pour qu'on puisse mettre des festivals dignes à son nom. Et puis notre musique est représentée et entendue un peu partout. Mais jamais on peut dire, écoute, voilà festival Sekou Bembea, festival Corde, ou festival Les Voices, ou festival des djembés. Vous voyez? C'est important ce que vous dites parce qu'aujourd'hui, on a tendance à entendre Fela Kuti, Toumani. Voilà un des disciples de Fela qui est là, Davido, de ceux qui sont là aujourd'hui là. Et ils ont purgé dans le puits de Fela et puis tout ça. Ils font le tour du monde avec. Donc vous pensez qu'il y a un besoin justement de continuer à perpétuer ces grandes figures-là parce qu'on n'en parle pas assez? On n'en parle pas assez. Il n'y a rien, puisque pour parler ces grandes figures-là, il faut mettre quelque chose, il faut créer des grands événements qui peut prendre 1, 2 ou bien une semaine et puis des choses comme ça, et donner comment on appelle, des formations autour de ça. Ça peut développer. Il y a d'autres qui peuvent venir même nous aider. Et puis, il y aura beaucoup de renaissance, comme ce que ces gens-là étaient. Ouais. Mais si cela ne se fait pas, on perd non seulement notre identité, il n'y aura pas d'autres. On ne va pas dire qu'il faut qu'il y a Sori Kanga ou il y a Demba, il y a d'autres personnes. Mais non, mais d'autres aussi peuvent venir avec leur tendance d'aujourd'hui à monter à un autre standard qui est plus que ça la même, quoi. Donc le but c'est ça, la Voix d'Or, qui va être accompagnée les lauréats qui seront suivis, les masters de classe, le côté musical, en respectant notre base fondamentale et puis tout ça, quoi. Une dernière question, si Sori Kanga vivait aujourd'hui, avec quel regard il regarderait la musique guinéenne?
il n'allait pas accepter de ce qui se passait aujourd'hui. Il y avait une vision. Il y avait une vision à l'époque. Personne n'était laissé aller. Même lui, quand il voyage, il amenait des idées. Et ce sont des idées qui sont chantées à l'école, des idées qui sont chantées par les fanfares, c'est repris un peu partout. C'était pareil des autres. Donc ça faisait que il y avait une suivi à l'époque. Il n'allait pas accepter de ce qui se passe aujourd'hui. C'était impossible. Merci Kaby, merci vraiment. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci Ntora. On sait que vous êtes assez pris, mais vous êtes en train justement de travailler sur ce projet-là pour permettre justement à la jeune génération d'apprendre de Sori Kandia. Tout à fait. On vous en remercie. On espère très prochainement qu'on vous retrouvera sur scène, peut-être du côté du Centre culturel français. Les choses sont en train de se faire dans ce sens, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On est en train de mettre les choses en place, surtout à partir de 2027. Et puis, un mouvement culturel autour de ça, comme je viens de relater. Et vraiment, merci aussi de m'inviter pour parler de dinosaures Sori Kandia. Absolument. Merci vraiment, merci beaucoup. Merci.